Bienvenue à tous. Les conflits armés se terminent le plus souvent autour de la table des négociations, dit-on. Mais dialoguer avec des groupes armés peut se révéler plus compliqué que des négociations entre entités légales comme les États. Peut-on pour autant se passer des discussions avec ces groupes qui opèrent au Sahel et ailleurs sur le continent comme dans l'Est de la RDC? Le président de la transition burkinabé, le colonel Damiba, a en tout cas annoncé la semaine dernière la création de comités locaux de dialogue avec les djihadistes actifs dans le pays depuis 2015. Au Mali voisin, même si le pouvoir semble corser sa réponse militaire, l'option du dialogue a été évoquée à plusieurs reprises. En République démocratique du Congo, où une multitude de groupes opèrent dans l'Est, le gouvernement a mené des négociations avec certains d'entre eux avec des résultats mitigés. Les pourparlers avec ces groupes armés sont-ils inévitables? Quelles approches dans ces discussions? Réponse avec nos invités. Le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo a présenté cette semaine la feuille de route du gouvernement de transition. La sécurité est au cœur des priorités. Le chef du gouvernement a annoncé que Ouagadougou veut diversifier ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme, alors que le président de la transition annonce un dialogue avec les groupes armés. Le reportage à Ouagadougou de notre correspondant Lamine Traoré. Interdiction formelle. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba veut créer les conditions, pour reprendre ses propos, d'un engagement total de tous autour de l'essentiel, qui est de recouvrer l'intégrité du territoire, en plus des mesures déjà en cours. Il annonce un dialogue avec les groupes armés. J'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Une décision bien accueillie par certaines organisations de la société civile. Vous savez, une guerre se termine toujours par la négociation. Donc, pour moi, c'est un message de satisfaction parce que nous avons toujours demandé à notre État de prendre ses responsabilités pour aller vers les fils et filles qui ont décidé de prendre les armes pour lutter contre notre nation, de chercher à savoir quelles ont bien pu être leurs motivations et de leur faire revenir à la raison avec plus de volonté, avec plus de sincérité. Je pense que c'est faisable. Pour cet analyste, vu la situation actuelle au Burkina, la stratégie militaire seule ne suffira pas. Il faut des initiatives pareilles. L'ennemi se fonde dans la population. On ne peut pas l'identifier, le localiser précisément. Il bouge permanemment. Il vient même de la population. Il y a des personnes au sein de la population qui sont complices pour une raison ou une autre. Donc c'est ce qu'il va falloir traiter. Et pour cela, donc, il va falloir accepter de pouvoir échanger dans le langage des relations internationales, dans le langage diplomatique. Quand on parle de négocier, ça ne signifie pas aller demander pardon ou autre. Ça veut dire discuter, échanger sur des positions, essayer de faire entendre raison à l'autre camp. Donc nous sommes dans une phase où nous avons intérêt à ce que cela puisse porter. Le président Damiba a rassuré que le navire Burkina Faso ira à bon port. Il y croit. D'ailleurs, il a donné 5 mois pour évaluer la situation sécuritaire du pays. L'avenir va-t-il lui donner raison? D'aucuns se posent la question. Politique ou Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. L'ordre public. Voilà, merci beaucoup Lamine. Et à présent, nos invités pour le débat de nos studios de Paris, Niagale Bagayoko. Vous êtes président de l'African Security Sector Network. Au téléphone à Ouagadougou, Ismaël Diallo, ancien député et ancien diplomate burkinabé, et
à Lubumbashi. Sur Skype, nous avons Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Niagalé, négocier avec les groupes djihadistes n'est pas une nouveauté dans la région, mais est-ce une bonne idée ? Alors, la question de savoir s'il s'agit d'une option intéressante ou non appartient de toute façon avant tout aux autorités nationales qui doivent, à mon avis, elles-mêmes s'inscrire dans le cadre d'une démarche extrêmement inclusive. Et ce qui est intéressant, si l'on s'intéresse à ce qui s'est produit sur ce front au cours des dernières années, c'est que l'on voit qu'un pays comme le Mali, par exemple, a organisé des assises assez larges en 2017 avec la conférence nationale d'entente, puis après en 2019 avec le dialogue national inclusif. Et les recommandations de ces assises ont véritablement recommandé de engager des pourparlers avec les chefs djihadistes de groupes armés djihadistes nationaux. Il y a des groupes acceptables peut-être dans ces discussions, n'est-ce pas? Alors Ismaël Diallo, les militaires burkinabés ont pris le pouvoir à cause, disent-ils, des manquements dans la lutte contre le terrorisme par le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors jusqu'à une période récente, négocier avec ces groupes pouvait être perçu comme un signe de faiblesse. Qu'est-ce qui explique selon vous cette décision du lieutenant-colonel Damiba? Ouais, je pense que depuis un bon moment, ils sont sur le terrain. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'avancée favorable à l'armée. Et il fallait donc trouver d'autres options. Et parmi ces options, c'est prendre langue avec les groupes armés directement. Et à leur corps défendant, ils ont dû accepter de le faire. Alors, est-ce à dire que dans une certaine frange de l'opinion, cette option de négociation n'était pas viable? Oui, cette option n'était pas du tout encouragée parce qu'il fallait que l'armée, elle décide assez rapidement. L'armée se plaignait de ne pas avoir des équipements et des armes. Ces équipements et ces armes leur ont été fournis en abondance. En réalité, ce qui se passe, c'est une question de concept de lutte. La méthode de combat n'est pas la même. L'armée nationale agit les concepts classiques des guerres et des armées classiques, alors que les terroristes utilisent d'autres méthodes. Il faut s'adapter aux méthodes des terroristes. D'accord. Prendre langue avec les personnes, d'accord, mais toujours est-il qu'il ne faut pas le faire en position de faiblesse. Alors Henri, certains se demandent souvent, alors qu'est-ce qu'il faut négocier quand on sait que ces groupes ont des demandes souvent incompatibles avec l'intégrité territoriale ou disons la protection de la laïcité même de l'État. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à négocier? Alors, tout d'abord, tous ces groupes qui écument, en tout cas, le Burkina, ont, au-delà, évidemment, des revendications dites territoriales, des revendications d'ordre sociétal. On le sait, ces groupes islamistes, djihadistes, revendiquent évidemment la mise en œuvre de la charia. Est-ce que cette mise en œuvre est compatible avec la lettre et l'esprit qui régit les institutions du Burkina? Là est la question à laquelle il faudra répondre, de la même manière que si l'on décide, comme cela vient d'être annoncé, de se donner 5 mois pour évaluer l'état d'avancement des discussions, on prend malheureusement le risque de renforcer, de conforter ces groupes qui, le moment venu, seront, je dirais, en position de force pour discuter. Le dialogue est toujours bon à prendre, mais il faut bien évidemment circonscrire les domaines dans lesquels l'autorité de l'État ne sera pas négociable et voir de quelle manière certains aménagements peuvent être effectués tout en préservant évidemment
l'essentiel. Niagalé, ces États ont toujours été confrontés à une sorte de dilemme, hein, même s'il a toujours existé des canaux informels de discussion avec ces groupes djihadistes. Alors dans le cas du Mali, que vous connaissez bien, on voit aujourd'hui que l'option militaire semble mise en avant. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à un équilibre entre ces deux options ? Alors, je pense qu'il y a toujours été erroné d'opposer approche négociée et traitement militarisé ou sécuritaire de la crise. En réalité, les actions qui s'inscrivent dans le champ militaire ont précisément pour objectif de permettre à l'État de se trouver dans une position plus favorable au moment des négociations, puisque tout conflit, vous l'avez rappelé en introduction, se termine par des pourparlers. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sursaut que l'on voit à l'œuvre du côté de l'armée malienne ne signifie pas nécessairement que cette option de la négociation, qui a quand même été celle qui a été retenue par les dirigeants successifs du Mali depuis au moins 3 ans, soit abandonnée. Je pense qu'elle est perçue comme complémentaire, ou en tout cas qu'elle devrait l'être. Ismaël Diallo, qui doit prendre part à ces négociations en dehors des groupes armés et des représentants du gouvernement? Il ne faudrait pas seulement mettre les représentants du gouvernement et les groupes armés face à face, il faudrait mettre des représentants des populations et des zones rurales. Ce sont elles qui sont en contact permanent ou susceptibles d'être en contact permanent avec les terroristes. Et ce sont les personnes également qui, mieux que les militaires et que les fonctionnaires de l'État, connaissent la réalité du terrain. Il faudrait que ces personnes-là, mieux que le personnel étatique, prennent langue avec les groupes armés. Et Henri Désiré Zouzi, comment établir la confiance entre les deux camps? Pour prendre un peu l'exemple de la RDC, on a vu d'anciens chefs de guerre comme Germain Katanga envoyés comme émissaire de la paix auprès de la Comico, qui est très active dans l'Ituri. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Est-ce que c'est une expérience qui peut prospérer ailleurs? C'est une expérience qui est particulièrement périlleuse, puisque Thomas Lubanga en a fait les frais en ayant été enlevé par les milices Codeco, qui ne reconnaissaient pas du tout en lui comme un interlocuteur fiable, puisque lui-même étant un ancien chef de guerre. Cela étant, c'est une formule qui peut effectivement avoir ses avantages, dès lors que ceux qui sont désignés pour approcher ces groupes armés, non seulement parlent le même langage, mais ont peut-être la capacité de faire passer les messages de manière beaucoup plus facile. Mais si vous le permettez, il faut quand même préciser que la différence avec la RDC, c'est que vous avez une triple dimension dans je dirais, l'approche de ces groupes armés. Il y a une dimension à la fois identitaire, économique et politique. Identitaire parce qu'effectivement, vous avez des communautés qui sont en lutte, en rivalité, qui s'affrontent pour, j'allais dire, le contrôle de certaines zones. Les aspects économiques, on les connaît puisqu'il y a l'exploitation illégale des ressources, et puis politique parce que le moment venu, au moment des négociations, eh bien, ce sont des prétentions de pouvoir être soit intégrés dans l'armée nationale ou intégrés dans les institutions qui font l'objet de discussions, et on a évidemment l'expérience de 2002 avec l'accord de Pretoria et les accords de Sun City. Niagalé, est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se passe en RDC, se dire peut-être qu'au Mali ou dans le Sahel, c'est une option, même si on sait qu'au Mali, par exemple, il y a des prêcheurs comme l'imam Diko qui ont été proposés, ce qui est un peu différent aussi. Alors, la question, bien entendu, du rôle des acteurs qui font la promotion de l'islam politique non violent est extrêmement importante. Il est évident que l'imam Diko, à un moment donné, aurait pu jouer un rôle et a été mis en avant par certaines autorités pour ce fait, avant
la crise politique de 2020. Mais on s'aperçoit aussi que des autorités musulmanes, comme le Haut Conseil islamique du Mali, ont toujours joué un rôle extrêmement important, y compris dans la négociation d'accords locaux. Par exemple, dans la région du cercle de Miono, du côté du village de Farabougou, qui était assiégé, où des accords portant sur des questions extrêmement précises, comme la possibilité pour les habitants d'aller au champ, de se déplacer, de faire paître leurs troupeaux, ont pu être trouvés. Je souhaiterais simplement ajouter un autre élément, qui est celui de l'importance d'une approche régionale pour cette question de la négociation, puisqu'on voit très bien que ces groupes passent d'un pays à un autre. Et donc on aborde là le cas du Mali, du Burkina, mais le Niger aussi, à travers le président Mohamed Bazoum, a également indiqué qu'il était désireux de s'inscrire dans cette dynamique de dialogue. J'aimerais qu'on revienne sur cette approche régionale en seconde partie. Voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit: dans ces discussions, il faut écouter et répondre aux demandes acceptables et rejeter les requêtes nuisibles au fonctionnement des États, aux droits humains, à la démocratie, à la liberté humaine et à l'unicité ainsi qu'à la laïcité de l'État. Yao Marcelin Kofi à Abidjan écrit: la crise sécuritaire au Sahel est une guerre asymétrique où l'ennemi est inconnu, donc la solution ne peut être que militaire. Et puis Archiduc Théodore N'Djamena nous dit que la solution se situe aussi dans le dialogue, car l'option militaire dans son intégralité a échoué. Il n'y a pas de formule unique pour la paix. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités de nos studios de Paris, Nyagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network. À Ouagadougou, au téléphone, Ismaël Diallo, ancien député, ancien diplomate burkinabé, à Lubumbashi en RDC. Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Et justement, Nyagale, avant la pause, Henri évoquait un peu le cas des émissaires de la paix en RDC avec les risques et également les avantages. Au Sahel, on a évoqué un peu le cas de l'imam Diko, mais est-ce que ce cas, il y a aussi les repentis, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans les mouvements djihadistes, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle aujourd'hui, ceux qui sont répartis? On sait qu'on en a beaucoup au Niger et au Nigeria aussi. Alors justement, en effet, de ce point de vue-là, le cas du Niger est extrêmement intéressant, puisqu'il y a eu une approche en termes d'amnistie qui a été retenue notamment dans la région de Difa, qui n'est pas la même que celle qui est retenue dans la région de Tillabéri. Et ça démontre que cette question de la négociation ne peut pas nécessairement être gérée de manière équivalente sur toutes les portions d'un même territoire. Alors Ismaël, justement, le cas des repentis avec, par exemple, le cas du Niger où on a offert l'amnistie, c'est un cas viable pour le Burkina? Oui, il faudrait être très conservateur sur cette question d'octroi de l'amnistie. Il ne faudrait pas que l'amnistie soit
un cadeau à l'impunité. Et il ne faudrait pas le mettre en avant les discussions. Je crois que ça fait partie de tout un package, mais ce n'est pas à tout le monde qu'il faut le donner. La donner. Il faut donc être très prudent avec ce genre de choses. Ou alors, on est vraiment en négociation, en position de faiblesse. Et dans ce cas, on est obligé d'accepter toutes les exigences des groupes armés. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention de ce côté-là. Le gouvernement, quelle que soit sa faiblesse, ne devrait pas s'engager dans ce chemin-là en mettant en avant l'amnistie. Mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir si ce n'est pas l'amnistie, par exemple? Cela dépendra. Il ne faudrait pas donner une prime à l'impunité, parce qu'après demain, ces groupes armés, certains d'entre eux pourront recommencer en disant je ne suis pas satisfait du sort qui m'a été réservé, je recommence. Cela s'est vu en RCA, cela s'est vu au Mali. Alors, il y a un moment donné, l'État doit être suffisamment fort pour imposer l'État de droit. D'accord. Alors, Henri, les négociations internes sont une chose, mais qu'en est-il de l'implication des instances régionales ou continentales, sachant que ces crises touchent plusieurs pays à la fois? Alors évidemment, l'exemple le plus récent, c'est bien évidemment l'accord cadre d'Addis Abeba qui remonte au mois de février 2013, où vous avez les 11 pays de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs qui sont arrivés à un consensus sur la manière de traiter ce problème sécuritaire à l'est de la RDC. Simplement, l'exercice a ses limites dès lors que vous avez parmi les pays membres de la CIRGL des pays dont il est avéré, prouvé qu'ils apportent une aide financière, militaire à certains groupes armés. On pense évidemment au Rwanda et à l'Ouganda qui, durant de longues années, n'ont pas caché leur soutien à certains groupes armés, ce qui d'ailleurs a abouti, je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'accord de Pretoria en 2002, accord qui fut d'ailleurs entériné à Sun City en 2003 et qui a donné lieu au fameux schéma 1+4. Oui, pour une dynamique régionale, mais à condition que tous les acteurs jouent franc jeu, parce que finalement, ce dont on se rend bien compte dans le cas de la RDC, c'est que, outre la dimension interne du conflit, vous avez des groupes armés qui sont en opposition avec les régimes dans les pays voisins, qui se replient en territoire congolais, qui causent des dégâts et qui mettent à mal, bien évidemment, les relations entre la RDC donc, et ses voisins. L'exemple le plus récent, évidemment, c'est celui du M23 qui avait été à un moment donné défait, mais qui aujourd'hui, on le sait, a repris du service en dépit du fait que les déclarations de Nairobi de 2013 garantissaient un certain nombre de recommandations qui n'ont jamais été mises en œuvre. Justement, Niagalé, c'est un peu compliqué quand ces groupes ont des pays de repli, en fait. Pour le cas du Sahel, justement, vous l'évoquiez un peu plus tôt, comment est-ce qu'on peut s'y prendre sur le plan régional ? Alors, je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, distinguer la coopération entre les États de la région à titre bilatéral et, d'autre part, les négociations, enfin le cadre qui pourrait être offert par des organisations multilatérales sous-régionales. On peut penser au cadre du G5 Sahel, par exemple, ou de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cela dit, on s'aperçoit que ces organisations multilatérales ont aujourd'hui perdu beaucoup de crédibilité en termes d'implication dans cette lutte contre le terrorisme, notamment parce que, pour ce qui concerne la CEDEAO, son plan d'action, sa stratégie qui avait été définie il y a maintenant plus de 3 ans, n'a jamais été véritablement mise en œuvre. Et d'autre part, pour ce qui est du G5 Sahel, on voit très bien que l'approche militaire, cette fois coordonnée, n'a pas non plus produit d'éléments. Mais il existe une initiative qui est assez intéressante, à mon avis, qui s'appelle l'initiative d'Accra et qui implique les pays du Golfe de Guinée également et qui a pour objectif de prendre précisément en considération cette dimension transnationale de leur lutte et de leur combat.
Ouais, et justement, Ismaël, dans ce contexte un peu de remise en cause des institutions dont parle Niagalé, est-ce que ces institutions ont toujours un rôle de facilitateur à jouer? Est-ce que les institutions? Oui, les institutions internationales, notamment la CEDEAO, même l'Union africaine, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans les négociations? La CEDEAO et l'Union africaine, je suis au regret de le dire, n'ont jamais brillé par leur anticipation des événements et par la qualité de leur médiation. Donc, je suis vraiment au regret de devoir le dire. Mais bon, il semble que ces organisations sont constituées de fonctionnaires grassement payés qui sont très contents d'être là où ils sont et de chefs d'État qui sont également contents de gérer le quotidien. Mais que ce soit l'intégration, que ce soit empêcher le troisième mandat et le coup d'État, il faut aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas empêcher l'un et l'autre. Il ne faudrait pas vouloir une chose de son contraire, ce n'est pas possible. Alors tant que ces organisations, peut-être qu'elles servent à quelque chose, mais en tout cas, l'homme de la rue ne sait pas très bien à quoi elles servent, même si c'est vrai qu'elles doivent servir à quelque chose. Même question à vous, Henri. Comment est-ce que les institutions régionales peuvent jouer un rôle de facilitateur alors qu'il y a une certaine remise en cause même au niveau des opinions publiques? Alors, bien évidemment, dans le cas de la RDC, par exemple, vous avez une situation qui impacte forcément sur la sécurité des pays voisins. Cela vient d'être évoqué par Niagalé. Il y a effectivement des coopérations au niveau bilatéral. Officiellement, vous le savez, il y a de cela 13 ans, il y a eu notamment l'opération Umoja-Wetu, conjointe entre l'armée rwandaise et congolaise, officiellement pour déloger les FDLR. Et puis, d'un autre côté, les opérations Sokola avec l'armée ougandaise, mais qui n'ont jamais donner de résultats. Donc, il faut effectivement agir à deux niveaux, mais je le rappelle, ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier les points de convergence et en jouant franc jeu, parce qu'effectivement, certains pays continuent à être en situation de rente sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils tirent profit de l'activisme de certains groupes armés dans les pays voisins pour se renforcer, et ça, c'est une situation qui est inacceptable. Niagalé, vous parliez un peu plus tôt du G5 Sahel. On a l'impression qu'il n'y a que l'aspect militaire qui est un peu en vue, d'ailleurs piétine, selon beaucoup en tout cas. Et pourtant, il y a d'autres volets en dehors de l'aspect militaire. Alors, il est très important de rappeler que le G5 Sahel est une organisation multilatérale dont la vocation est de promouvoir non seulement la sécurité mais aussi le développement. Et ce n'est que 3 ans après la fondation du G5 lui-même qu'une force conjointe a été mise sur pied en 2017. Donc, en effet, l'attention internationale a eu tendance à se focaliser sur cette force, mais en réalité, de nombreux programmes ont été lancés, notamment en partenariat avec la fameuse Alliance pour le Sahel, cette alliance internationale à laquelle contribuent les partenaires internationaux, aussi bien à titre bilatéral qu'à titre multilatéral. Voilà, donc Ismaël, vous aurez le dernier mot en 15 secondes. Cette idée de négociation, vous êtes optimiste tout de même avec les groupes djihadistes? 10 secondes. Il faudrait savoir le faire et il faudrait savoir avoir la maîtrise de ces discussions. Il ne faudrait pas les laisser traîner en longueur, mais il ne faut pas aussi être pressé d'avoir des résultats au détriment de l'État et des populations pays. Voilà, merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Je remercie nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.